D'origine guyanaise, elle s'est engagée en politique après la guerre en Guadeloupe, dans les rangs socialistes puis gaullistes. Elle est née le 23 octobre 1889. Il est intéressant de noter qu'elle est petite fille d'esclaves émancipée en 1848, mais qu'elle est aussi la fille du premier directeur noir du bagne de Guyane. Et du même coup, elle a appartenu à la bourgeoisie locale, ce qui lui a permis d'aller faire des études en métropole, au lycée de jeunes filles de Montauban. Elle est devenue ainsi institutrice. Elle a épousé Félix Éboué. Elle a connu ainsi l'Oubangui-Chari, le Soudan, les Antilles. Ils ont adhéré tous les deux à la SFIO. Et puis est arrivé l'appel du 18 juin. Félix Éboué rallie la France libre et son épouse épouse son combat. Elle fait partie des forces françaises libres féminines, obtient la croix de guerre et la croix de la résistance, s'engage en politique à la libération. Elle siège sous l'étiquette socialiste à l'Assemblée consultative provisoire. Et puis, après une expérience de députation, elle entrera au Sénat. Attachée à la mémoire de son époux, elle combat en faveur de l'assimilation juridique des territoires d'outre-mer, notamment au sein du Conseil de la République jusqu'en 1952. Socialiste, elle devient gaulliste, contribue activement à l'entrée au Panthéon de Victor Schœlcher, puis de son mari en 1949. Elle est présente dans la vie politique, défendant l'égalité dans les départements d'outre-mer, mais aussi l'égalité entre les enfants nés de femmes africaines et de soldats français et les enfants français en métropole. Elle siège à l'Union française au Conseil économique et social, mais aussi au sein du Conseil municipal d'Asnières. Elle meurt le 20 novembre 1972 à 82 ans et elle fait l'objet d'une campagne afin d'entrer au Panthéon. Je pense qu'on en dira évidemment deux mots. Voilà, c'est une personne exemplaire qui mérite d'être mise sur le devant de la scène historique et grâce à vous, je pense que nous allons pouvoir remplir le contrat avec elle. Merci de votre attention. On m'entend bien. Oula, on m'entend même très bien. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Eugénie, elle a quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, c'est que c'est la seule femme, aujourd'hui encore, qui a été, comme vous l'avez rappelé, députée, sénatrice et membre du Conseil économique, social et environnemental. Personne d'autre n'a réussi ça. Et Eugénie, c'est une femme des premières fois. Vous l'avez rappelé, elle a été institutrice à Saint-Laurent-du-Maroni. Quand elle arrive comme institutrice à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est la première femme guyanaise à occuper ce poste-là. Elle a été aux côtés de Félix, une anthropologue absolument hors pair, et ils ont fait tout un travail, j'y reviendrai, de décodage des langages sifflés et tambourinés de l'Ouest africain, qui encore aujourd'hui sont considérés comme étant des travaux de référence. Et ça aussi, ça a été un travail qui a été largement porté par Eugénie, même si c'est Félix qui l'avait initié. Elle a été la première à faire venir un piano en Oubangui-Chari quand il part s'y installer après son mariage en 1922. Elle a été la première femme guyanaise à rentrer à l'Assemblée, elle a été la première femme guyanaise à rentrer au Sénat, etc., etc. Et Eugénie,
quand j'avais travaillé sur la première forme du livre, il s'appelait Les génies d'Eugénie. Elle a eu tous ces génies d'être en capacité de toujours se cacher derrière Félix et derrière la mémoire de Félix. Et aujourd'hui, je reviens là de 15 jours en Guyane, et entre autres d'une semaine de série de conférences à Saint-Laurent-du-Maroni, puisque Saint-Laurent-du-Maroni est la seule ville de France où il y a un collège qui porte le nom d'Eugénie Eboué. Eugénie Eboué, c'est pas très compliqué. Quand vous regardez où on la trouve aujourd'hui, vous avez une impasse à Paris, une rue à Asnières, et c'est tout. Moi qui ai été à un moment donné élu à Asnières-sur-Seine, à aucun moment, on me dirait c'est de ma faute, j'avais qu'à chercher, mais à aucun moment en tout cas, la mémoire d'Eugénie est mise en avant à l'intérieur de la mairie. Or, la mairie d'Asnières lui doit le CCAS, la piscine et un certain nombre d'autres choses, dont entre autres la prise en compte des besoins sociaux des familles et des familles les plus défavorisées. Elle a passé sa vie finalement à combattre, vous l'avez rappelé, c'est une combattante et ça a été une combattante de plein de combats. Mais c'est pas une combattante comme on en voit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas, à aucun moment, Eugénie est une combattante vindicative. Eugénie est une femme qui est une femme comme Félix, et c'est ce qui va faire qu'ils vont se réunir et vivre une histoire d'amour absolument hors norme. Eugénie et Félix, ils ont cette soif de l'autre, cette soif de toutes les formes de culture et de toutes les cultures. Si on reprend un peu là, et juste pour finir mon propos introductif, j'ai mis un S au titre du livre Portrait d'Eugénie, parce que elle est plein de facettes différentes. Elle a été effectivement cette fille de Herménégilde de Tell, qui a été donc ce premier Guyanais noir à diriger un bagne, et en l'occurrence le bagne de Guyane, mais son frère, qui a été quelqu'un d'assez étonnant, qui s'appelait à l'origine, il s'appelait Guillaume, mais il trouvait que s'appelait Guillaume Tell, c'était quand même un peu compliqué et que c'était déjà pris. Donc il avait changé son prénom, il s'est fait appeler Willy toute sa vie, et Willy Tell était le directeur général des Folies Bergères. Et donc ils ont eu en commun, par exemple, Joséphine Baker. Et donc c'est des parcours de vie qui sont assez étonnants, mais qui sont nés de ce que Herménégilde de Tell avait comme conviction forte, que là aussi, la culture et l'éducation étaient la base de tout. Donc il faut imaginer, on est à la fin du 19e siècle, les rues de Cayenne à l'époque, quand je faisais mes conférences après des collégiens là, il y a 15 jours, je leur disais, projetez-vous dans un monde où il n'y a pas de téléphone, pas d'internet, pas d'ordinateur, pas de moyens de transport rapide, pas d'avion, rien. Et donc imaginez ce que c'est pour une petite fille de grandir là. Et un jour, son père lui dit, maintenant, on quitte la Guyane et on vient à Paris. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais enfant, mais c'était plus récent, de le faire dans les deux sens, de quitter la métropole pour aller en Guyane et ensuite de repartir de Kourou pour revenir à Paris. Et quand je suis revenu de Paris, de Kourou, je suis arrivé à Paris, il y a une phrase d'Eugénie que j'ai vécue de la même façon, c'est qu'elle rentre dans Paris pour la première fois, vous imaginez, donc on est en 1905, elle est avec son père, sa mère, ses deux frères, et elle se promène et elle voit sur le haut des immeubles, vous savez, les hauts de cheminée. Et avec son frère, elle se regarde, elle dit, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de fleurs dans les pots de fleurs ici. Et c'est ça aussi, moi, que je trouve passionnant chez Eugénie, c'est cette soif en permanence de découverte, de culture, d'envie d'en savoir plus et d'aller découvrir plein de choses. Elle arrive, donc, son père est focusé, ou en tout cas très collé à l'idée et à l'importance de l'éducation. Et donc, il se rend compte, quand il est nommé à Saint-Laurent-du-Maroni, donc au siège de l'administration pénitentiaire, que le niveau scolaire local est pas terrible, et donc il va prendre un bagnard qui est condamné et qui vit donc à Saint-Laurent, et à qui il va demander d'apporter, parce qu'il se rend compte qu'il a un bon niveau de culture générale, et donc c'est Eugénie et ses deux frères vont être à l'époque formés. Les premiers apprentissages, en tout cas, leur seront donnés par un bagnard qui les éduquera en matière d'histoire, d'éducation, de géographie, de français, etc. Donc ils arrivent en métropole, ils restent pendant un temps à Paris tous ensemble, et puis effectivement ils vont aller dans le sud et ils vont poursuivre leurs études. Et Eugénie revient à Paris. Et c'est un autre point commun que j'ai avec elle, c'est qu'on a fréquenté pendant quelque temps le même établissement qui aujourd'hui s'appelle le lycée Victor Duruy et qui à l'époque était une institution de jeunes filles, et où elle y a passé son brevet, ou en tout cas son examen d'institutrice. Elle revient donc en
12 à peu près, à Saint-Laurent. Et alors attendez, parce que quand même, j'ai des images à vous montrer, donc il faut quand même que j'appuie sur le bon bouton dans le bon sens. C'est dans ce sens-là, pardon. C'est pas dans ce sens-là. Bon, c'est des images, c'est des photos de Saint-Laurent. Et donc quand, ben voilà. Donc ça c'est un portrait que j'aime bien d'Eugénie qui a été fait donc par un photographe à Saint-Laurent. Donc qui est une photo terriblement posée. Elle doit avoir à peu près 15 ans à ce moment-là. Et merci. Et lorsqu'elle revient donc à Saint-Laurent, elle va devenir institutrice. Elle va devenir institutrice et là, elle va retrouver un monsieur qu'elle avait croisé à un mariage peut-être une dizaine d'années plus tôt, qui s'appelle Félix Eboué, c'est la maison Félix Eboué à Cayenne aujourd'hui, et qui s'appelle Félix Eboué. Alors qui est Félix Eboué à l'époque? C'est un jeune administrateur colonial qui a déjà 2 enfants, parce qu'il est allé, il a vécu quelques années en Afrique, et il est revenu de chacun de ses séjours en Afrique avec un enfant qu'il a confié à sa mère, qui est veuve et qui va élever ses enfants. Il a été d'abord un athlète. On oublie quand on voit les photos récentes, enfin les dernières photos de Félix Eboué, on voit un monsieur empâté, un peu figé, etc. Or ça a été un grand athlète, un grand joueur de rugby. J'aime bien cette photo parce que vous le voyez, il est en haut. Et l'autre personne noire qui est plutôt en bas sur la droite, c'est René Marant. Et c'est intéressant parce que c'est à partir de là qu'ils vont se croiser très souvent entre Eboué et René Marant. Et René Marant sera le premier d'ailleurs à faire une biographie sur Félix Eboué à la mort de Eboué. Il n'y a pas une ligne sur Eugénie dans cette biographie. C'est-à-dire qu'on commence déjà là le travail un peu d'anonymisation quelque part d'Eugénie, mais dont elle est en partie, encore une fois, responsable. Félix, donc, il a travaillé déjà à plusieurs reprises en Afrique. Il rencontre Eugénie et il tombe éperdument amoureux d'Eugénie. C'est très beau. Dans les relations entre Félix et Eugénie, il y a cette même complicité qu'on retrouve entre Churchill et son épouse. Ils se sont énormément écrits toute leur vie. J'ai eu la chance, pour travailler sur ce livre, d'avoir accès aux archives de la famille, donc la belle-fille de Félix et Eugénie, qui était l'épouse de Charles, et la petite-fille d'Eugénie et de Félix, qui était la fille de Charles Eboué. Entre autres, je suis tombé sur une carte qu'Eugénie lui écrit à Félix quelques semaines avant leur mariage. Ils sont fiancés, c'est la veille de la Saint-Félix. Et comme il part à Cayenne, elle reste à Saint-Laurent. Elle lui envoie un petit mot qui est absolument délicieux, dans lequel elle lui met voilà, je serai hélas pas avec vous, je ne vous retire pas mon cœur et je vous offre ce fume-cigarette qui est gravé à votre prénom. Alors déjà à l'époque, elle trouve que quand même l'artisanat local n'était pas terrible et qu'on voit pas bien écrit Félix. Mais il y a une complicité, il y a une présence et une force dans la relation entre Félix et Eugénie qui est absolument extraordinaire. Et ça va, et donc Félix va être épris d'amour quand il rencontre Eugénie, et il n'ose pas parce qu'il se dit, mais moi qui suis seul avec 2 enfants, personne ne voudra de moi. Et donc il va s'approcher, il va aller voir Eugénie à plusieurs reprises, et puis il va y aller par périphrase, et puis par contournement. Et il lui dit, écoutez, si un jour quelqu'un venait vous voir, il disait qu'il était éperdument amoureux de vous, mais qu'il est déjà père de 2 enfants et pas totalement seul, qu'est-ce que vous feriez? Et elle lui dit, elle joint le geste à la parole, elle dit, je me jetterai à son cou et je l'épouserai. Et c'est comme ça qu'ils se marient en juin 1922 à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on voit cette très jolie photo familiale. Donc vous avez complètement sur la gauche, sur la droite pardon, de la photo, la mère de Félix. Vous avez à côté d'Eugénie sa mère, au-dessus avec sa décoration Herménégilde de Tell. Vous avez un des frères d'Eugénie, enfin les 2 frères d'Eugénie sont en haut, et le reste de la famille est Félix, qui donc est en uniforme d'administrateur colonial de l'époque. Il faut savoir que c'est un mariage. Alors, quand on a fait une conférence, quand j'ai fait une conférence à Saint-Laurent-du-Maroni, à la fin de la conférence, donc il y avait un échange avec les gens qui étaient présents, et il y a un monsieur qui dit, mais vous savez que dans la salle, il y a la petite fille d'un des témoins
du mariage de Félix Eboué. Il y avait effectivement la fille de Monsieur Bourgarel, qui était un des témoins, la petite fille de Monsieur Bourgarel, qui était un des témoins du mariage. Et il y a la marque, ou la présence en tout cas de Eboué à Saint-Laurent-du-Maroni, elle est encore assez présente encore aujourd'hui. Ça, c'est tous les deux le même jour. Donc on sent pas la grande complicité, mais je vous promets, quand vous lisez ces textes, quand vous plongez dans cette littérature entre les deux, qu'il y a une grande complicité et une grande ferveur amoureuse entre les deux. Ils se marient et là Félix va dire à Eugénie, maintenant c'est très joli tout ça, mais on va pas rester. Et donc ils vont du jour au lendemain partir, encore une fois, prenaient le bateau pour venir jusqu'à Paris, et puis de Paris, il fallait reprendre le bateau, et ils partent dans la brousse africaine en prenant bateau, chemin de fer un tout petit peu, porteur, rebateau sur la rivière, etc. Et Eugénie arrive dans un endroit qu'elle ne connaît absolument pas, mais dans lequel elle et lui ont quand même des points communs et des atomes crochus intellectuels très forts. C'est Savoyant-de-Brazza, et on va retrouver dans la façon dont Félix va mener son action de gouverneur, l'administrateur colonial, la patte de Savoyant-de-Brazza. Et c'est bien entendu, c'est aussi le docteur Schweitzer. Moi, j'ai retrouvé, le livre était déjà pratiquement imprimé, donc on a réussi à le rajouter à la fin, un petit télégramme qu'Albert Schweitzer avait envoyé à Eugénie Eboué elle venait inaugurer une statue de Félix en Afrique, et il lui écrit juste un petit mot en disant je suis désolé, je ne pourrais pas venir, mais quand je pense à tous les bienfaits et les bontés que Félix Eboué a pu nous apporter à Lambaréné, il y a une vraie proximité aussi entre Eboué et Schweitzer, et surtout c'est que Eboué, comme Savoyant-de-Brazza, font partie de ces gens qui, à l'époque, se disent la seule façon de comprendre, c'est de parler la langue et de comprendre les cultures locales. Eboué a toujours refusé, par exemple, d'avoir un traducteur lorsqu'il était dans ses différents postes. Il apprenait les langues locales et il avait cette capacité et cette volonté de pouvoir s'adresser directement aux gens qu'il avait en face de lui. Et c'est comme ça qu'ils vont faire ce travail, ça c'est tous les deux, peu de temps après leur mariage, c'est comme ça qu'ils vont faire ce travail de déchiffrage, qui est encore une fois un travail qui avait déjà été entamé par Félix lors de ses premiers séjours en Afrique, et un travail de déchiffrage des langues sifflées et tamborinées. Le témoignage de ça, c'est qu'un soir, Félix revient après une tournée de son territoire, et Eugénie lui dit, un peu dépité, je ne comprends pas, ils ont eu une fille juste avant de partir, qui s'appelle Ginette, qui plus tard épousera Léopold Sédar Senghor, Eugénie dit à Félix, écoutez, je ne comprends pas ce que me dit notre fille, et ça m'agace au plus haut point. Et Félix la regarde et lui dit, mais apprenez la langue de votre fille. C'est la première chose à faire. Et effectivement, elle était élevée par une nourrice qui lui parlait en langue locale, et donc elle ne parlait pas français. Et c'est ce qui a été probablement le déclencheur de cette prise de conscience chez Eugénie, de dire, mais il faut que, si on veut vivre correctement, comprendre et s'imprégner des cultures qui existent sur ces territoires-là, eh bien, il faut qu'on soit en capacité de comprendre ce que les gens ont à nous dire, et de le faire sans filtre. Et c'est tout le travail qu'ils vont faire qui va donner lieu à cette publication. Donc on est en 1936, qui est publié dans un congrès d'anthropologie en Belgique, dans lequel ils vont déchiffrer, je dis bien il, parce que c'est vraiment le travail d'Eugénie et de Félix, même si c'est Félix qui signe, il le spécifie bien dans son ouvrage, en disant c'est grâce à l'oreille musicale d'Eugénie Eboué qu'on a réussi à traduire ce langage sifflé et tamboriné. Et ce qu'ils vont mettre en avant, c'est que Eugénie va faire un boulot, c'est qu'elle va transformer en partition finalement ces sons sifflés et tamborinés. Et ils feront quelque chose à chaque fois pour vérifier la véracité de leur travail, c'est que quand Félix se déplace sur un territoire, eh bien, d'un côté, ils envoient le message en disant « je vais à tel village », par un télégramme, de l'autre côté il l'envoie en langage sifflé et tamboriné, et le message qui arrive toujours le premier, c'est le message sifflé et tamboriné. Et surtout c'est qu'ils se rendent compte qu'ils disent bien la même chose et qu'ils ont bien trouvé ça. Eugénie fera très souvent ça quand elle vivra plus tard dans leur maison d'Anières, c'est qu'elle s'amusera quand entre autres elle recevra des journalistes à se mettre au piano et à taper 3-4 notes, et à ce moment-là arrivera la femme de ménage du moment avec un plateau de thé ou de café en fonction de ce que Eugénie
Eugénie aura tapé sur son piano. Au-delà de ça, ce qu'ils vont faire à ce moment-là est excessivement important dans la prise en compte de la culture africaine. On est dans une époque quand même, dans les années 30, où l'image de l'Afrique est quand même d'un côté l'art vinaigre avec Joséphine Baker, Paul Colin, etc. On n'est pas très longtemps après l'exposition, il y a eu l'exposition internationale, il y a eu les expositions avec les os humains, etc. Et ils vont avoir cette conscience de dire, il existe une culture africaine qui est une culture importante, il y a un langage africain qui est important, et le travail de Félix et d'Eugénie, et vraiment les deux ensemble là-dessus aussi, est vraiment de dire, il y a cette culture alternative, il y a ce message-là qui existe en Afrique, et ce ne sont pas que des territoires dans lesquels il y a des richesses à aller chercher, etc. Ce sont aussi des territoires dans lesquels il y a une culture, et qu'il peut y avoir un échange qui peut se passer entre les différentes formes de culture, qu'elles soient européennes, qu'elles soient africaines, asiatiques, etc. Et donc c'est vraiment un travail très important qui est aussi porté donc par ce copain de classe de Eboué qui est René Marant, avec Batouala, lorsqu'il est le premier noir à avoir le prix Goncourt, et avec le déchaînement que cette histoire engendrera. Il faut reprendre les extraits de la presse au moment où il obtient le prix Goncourt pour voir à quel point on peut dire qu'il y avait une vraie polémique, ou en tout cas que ça a été assez clivant dans l'esprit d'un certain nombre de gens. La proximité entre Marant et Eboué, elle est vraiment importante. Elle est à la fois, c'est une proximité, j'allais dire, collégiale, ou en tout cas d'amitié d'enfance, mais aussi c'est une proximité intellectuelle et une vraie envie de montrer les choses autrement et pas telles qu'on essaye simplement de les faire passer dans certains cas. À aucun moment c'est un discours revendicateur. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on peut voir aujourd'hui où on a tendance à être dans des logiques où on oppose les gens au point levé en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Ils sont beaucoup plus dans une approche qui est beaucoup plus subtile, même si, encore une fois, la sortie de Batouala engendrera une vraie polémique et posera un certain nombre de problèmes dans la carrière de Marant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en revanche, il y a toujours une volonté d'affirmer les choses et de démontrer les choses. Et ça, c'est ce qui est une grande force dans le discours et dans ce que Eugénie apporte aussi à Félix, c'est dans cette capacité à le tempérer et à dire, ben voilà, on peut expliquer, on peut raconter les choses et on n'est pas obligé en permanence d'être dans l'affrontement. Après ces années passées en Afrique, enfin ces premières années en tout cas passées, ces 2 séjours passés en Afrique, entre-temps ils se sont achetés un appartement d'abord, ils se sont installés derrière la place de la Madeleine, quand vous sortez de ce qui est aujourd'hui à Leroy-Merlin, à côté de la Nicolas, regardez, il y a une petite plaque avec écrit que Félix Eboué a habité là. C'est là où, entre autres, leur fille Ginette naîtra. Félix est envoyé donc d'abord en Martinique et ensuite en Guadeloupe. C'est la première fois, d'abord comme secrétaire général et ensuite quand il partira en Guadeloupe comme vice-gouverneur, enfin comme gouverneur adjoint, parce que le gouverneur partira au bout d'un moment. C'est la première fois qu'un noir occupera ces fonctions-là dans ces territoires-là. Il est au démarrage pas très bien accueilli, quelle que soit la couleur de la communauté locale. C'est-à-dire que d'un côté, la communauté locale blanche, béquée, dira « mais on ne veut pas d'un noir », et de l'autre côté, la communauté noire dira « il est vendu à la cause coloniale ». Je fais juste un insert, je disais pendant que j'étais en Guyane, parce que cette notion de « il est vendu à la cause coloniale » est quelque chose qui perdure chez certains. Il y avait l'autre jour une interview de Christiane Taubira dans la presse guyanaise, où on lui demandait de parler, c'était la semaine de la journée de la femme, de parler des femmes inspirantes qu'elle pouvait avoir. Donc elle disait que la femme inspirante pour elle était sa mère. Elle citait également Eugénie Eboué, mais en disant que de toute façon, elle, comme Eboué, Félix et comme Marant, étaient trop proches du monde colonial, et donc c'était pas des modèles dans lesquels elle était capable de s'inspirer. Je pense que c'est de mon point de vue, une erreur absolue, parce que c'est pas du tout le propos ni d'Eugénie ni de Félix, à aucun moment. Encore une fois, on est plutôt dans une approche qui est une approche intellectuelle, universaliste, et surtout qui est une approche humaniste et fondamentalement curieuse, tournée vers l'autre et vers les autres en général. Lorsqu'il arrive donc en Martinique d'abord, il y a une prise en compte de la situation de ce territoire-là et de l'état de délabrement social en termes d'infrastructure du territoire. Et donc Félix comme Eugénie, et vraiment Eugénie là-dessus a un rôle qui est absolument essentiel, va permettre à Félix de se rendre compte de l'état
du territoire. Et ils vont énormément travailler ensemble, à la fois sur les décisions qu'ils prendront en termes de modification des infrastructures, de faire supprimer un certain nombre de bidonvilles qui pouvaient exister, de mettre en place des écoles, de mettre en place des routes, etc. Et ce qui est important, et ça c'est Ginette, leur fille, le raconte dans les conférences qu'elle a pu faire après la disparition de ses parents, Félix ne fait jamais rien sans avoir l'assentiment d'Eugénie. Il n'y a pas un discours qu'il a prononcé sans qu'il l'ait lu d'abord devant Eugénie et devant ses enfants. S'il n'y a pas une réaction de la part de sa famille, il arrête et il réécrit. Et il y a le poids de la famille, le poids de l'environnement, le rôle de la famille est essentiel dans le fonctionnement de Félix et d'Eugénie. Et même quand Félix disparaîtra, Eugénie gardera cette nécessité d'avoir en permanence sa famille autour d'elle et de mettre en avant sa famille dans son mode de fonctionnement. D'ailleurs, on les voit là, alors là en l'occurrence c'est en Guadeloupe, on voit Eugénie avec un de ses bichons, on a eu beaucoup de bichons frisés, et on la voit avec Charles, leur fils, avec Ginette et avec un des fils de Félix. Je disais tout à l'heure que Eugénie était une femme des premières fois, c'est-à-dire que Charles, leur fils, a été aussi un homme des premières fois. Il a été le premier commandant de bord noir sur UTA, qui à l'époque s'appelait ATAI. Il a été surtout un brillant engagé auprès de la Royal Air Force contre l'avis de son père, qui un jour matin avait reçu au moment de la guerre un texte de la part de Londres qui disait mais il y a Charles Éboué qui veut s'engager, est-ce que vous êtes d'accord parce qu'il est quand même très jeune? Et Félix a dit j'ai pas le choix et bien entendu je suis d'accord, et il ira faire ses classes d'abord au Canada et puis ensuite il rejoindra l'escadrille des cigognes. Mais c'est une famille qui est une famille d'engagement, c'est une famille de combat, c'est une famille de conviction assez étonnante et qui est, comme le montre cette photo, vraiment très soudée et qui passe beaucoup de temps tous ensemble. Ça, c'est une photo qui est prise dans l'appartement de Paris où on voit Félix, Eugénie et Ginette. Donc encore une fois, il y a cette fusion familiale est excessivement importante. Lorsqu'ils sont en Martinique, comme quand ils seront en Guadeloupe, ils vont vouloir faire tomber les barrières. Parler de la SFIO tout à l'heure. Oui, c'est vrai que Félix a été engagé et membre de la SFIO. Eugénie a commencé sa carrière politique sous l'étiquette SFIO, puis elle l'a quitté et la SFIO l'a sortie de ses rangs. Et elle a dit à un moment donné, je suis autant socialiste que gaulliste. Et ne me demandez pas de choisir entre les deux. Même si le général de Gaulle est la personne qui a structuré finalement notre vie et qui a été un compagnon d'Eugénie Éboué jusqu'au bout, et Madame de Gaulle a été très présente auprès d'Eugénie, y compris quand Eugénie était très malade. Donc il y avait vraiment une proximité familiale importante, enfin relationnelle importante entre les Éboué et les de Gaulle. Mais il y a ce besoin d'engagement politique de Félix à un moment donné qui lui sera reproché, puisqu'on dira mais il veut se présenter et il veut mener une carrière politique. Eugénie dira jamais le contraire. D'ailleurs, quand elle fera un de ses premiers meetings, ou en tout cas de ses premières réunions publiques, quand elle se présentera, elle dit, quand elle se présentera en l'occurrence en Guadeloupe, elle dit, mais finalement, je viens reprendre le flambeau de ce qu'a commencé Félix sur ce territoire-là. Ils sont envoyés donc d'abord en Martinique, ensuite en Guadeloupe. Ce qui est intéressant quand ils arrivent dans ces territoires-là, c'est que ils vont casser les codes, ce qui leur sera reproché. Ils vont organiser, entre autres en Guadeloupe, un bal qui s'appelle le bal tricolore, au moment du 14 juillet, où ils vont inviter toutes les communautés à venir le 14 juillet dans la résidence du gouverneur. Et tout le monde au départ dit, on ne va pas venir, parce que ça ne va pas marcher, on ne va pas se mélanger, etc. Et la légende dit que ça s'est arrêté vers 3 heures du matin, et pour la seule façon de faire arrêter tout ça, ça a été de faire jouer la Marseillaise et que les gens sont repartis à ce moment-là tous ensemble. C'est la force des Éboué, ça aussi, c'est-à-dire que c'est cette capacité à faire venir les gens, à ce que les gens se réunissent sur un principe commun ou sur un bien commun, en l'occurrence là c'était le 14 juillet, mais du coup ils vont laisser une trace qui est une trace très importante sur ces différents territoires. Lorsque Félix repart en Guadeloupe, on est juste après le Front populaire, donc il arrive en Guadeloupe avec auprès des familles d'origine européenne l'image de celui qui va mettre en place le Front populaire et tout ce que ça peut représenter d'a priori et de crainte au démarrage en tout cas. Il va surtout mettre en place une politique par exemple d'insertion par le sport qui est absolument indispensable et qui est très forte.
politique que Eugénie mettra elle-même en place lorsqu'elle sera élue à Asnières, parce qu'elle va considérer que effectivement l'insertion par le sport est quelque chose de terriblement important. C'est amusant quand vous entendez le discours actuel à la fois de la ministre des Sports et du président de la République, même si on est en période de Jeux Olympiques, on nous rebat les oreilles sur l'importance de l'insertion par le sport, parce que ça reste une valeur qui est très importante. C'est aussi lors de ce séjour en Guadeloupe que Félix fera ce fameux discours « Jouer le jeu » devant une classe de collégiens qui remettra des prix, où finalement tout l'enjeu de ce discours, c'est d'expliquer aux jeunes qu'il ne faut jamais avoir peur d'un quelconque a priori, qu'il faut en permanence oser. Et jouer le jeu, c'est de jouer le jeu collectif. On n'est pas individualiste, on est les uns avec les autres et on avance les uns pour les autres. On ne laisse pas tomber quelqu'un, on ne laisse pas quelqu'un sur le bord de la route. Et ça, c'est une des grandes forces aussi des Hébreux, c'est cette notion de on emmène tout le monde et on laisse personne, ou en tout cas le moins de personnes possible sur le bord de la route. C'est aussi lorsqu'ils sont alors c'est assez amusant de lire les textes de Ginette Eboué qui racontent cette période en Guadeloupe et en Martinique. Donc il faut imaginer que le soir, il faut s'occuper. Donc Eugénie va faire une première chose, c'est qu'elle va devenir une artiste assez accomplie, alors on aime ou on n'aime pas, mais elle va, et ça c'est quelque chose qu'elle va avoir appris entre autres en Afrique, elle va se mettre à sculpter, elle va sculpter le bois. Moi, j'ai vu chez sa belle-fille un porte-manteau qui est en bois sculpté avec des bas-reliefs d'influence africaine. Elle va aussi faire ce qu'on voit là, c'est-à-dire des peintures qui sont en bois incisé. Elle va travailler le cuivre. Alors cette chose qui est là-haut n'est pas un casque, c'est un abat-jour. Et pareil, quand on était là en Guyane, on avait fait une émission de radio et on a un des petits cousins de Félix qui nous a appelé en disant « Ah mais moi j'ai plein de choses chez moi », donc il nous a gentiment envoyé ça. Je trouvais que c'était assez amusant. Et il faut imaginer que le soir, donc d'un côté Félix dit ses discours, etc. Et le matin, il se met à la cuisine et il prépare le cochon pour tout le monde parce que il a envie que sa maison soit une maison ouverte. Et avec Eugénie, ils ont ce besoin d'accueillir, de recevoir, d'expliquer, de partager. Finalement, c'est ce qui les rend, je pense, encore terriblement modernes et actuels. Ce qui les rend terriblement modernes et actuels tous les deux, c'est vraiment aussi cette prise en compte de ce qu'est l'état, de ce que sont les territoires à l'époque de l'Empire colonial et des besoins, encore une fois, d'infrastructures que j'évoquais tout à l'heure, qui sont essentiels et pour lesquels ils vont essayer à chaque fois de laisser une trace, non pas pour le plaisir de laisser une trace, mais parce que ça correspond à une réelle nécessité dans ces différents territoires. Félix est rappelé par Georges Mandel en 1938 à Paris et Mandel lui demande d'aller prendre le poste de gouverneur du Tchad, sentant que la situation quand même devient plus que très tendue à travers l'Europe. Et Félix est nommé pour la première fois, un Guyanais noir devient gouverneur et gouverneur du Tchad. En lui disant deux choses, en lui disant d'abord j'ai confiance en vous, ensuite celui qui tient le Tchad tient l'Afrique, il faut lire, ou pas, mais en tout cas c'est intéressant de voir la réaction de la presse, qu'elle soit italienne, qu'elle soit française, une certaine presse française en tout cas, au moment de la nomination d'Eboué comme gouverneur. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où il va y avoir un déchaînement raciste à l'encontre de Félix et de son épouse. Alors qu'ils retrouveront dans une certaine mesure, pendant la période de Brazzaville et de la France libre, de la part d'une certaine partie de la population qui les surnommera Bamboula Ier et la reine Bamboula. Mais en revanche, il y a là, au moment où Eboué est nommé gouverneur, il y a vraiment un déchaînement qui est un déchaînement mais monstrueux, qui est probablement la seule fois où ça s'est réellement passé sur les Eboué, au moment où il prend ce poste de gouverneur. Quand ils arrivent en Afrique, alors Félix part d'abord, Eugénie reste encore à Paris parce que Ginette est à la Légion d'honneur, au collège de la Légion d'honneur, Charles est dans le 17e au collège, et donc à ce moment-là, ils s'écrivent à peu près tous les jours, et c'est très amusant quand on lit ces lettres parce que, au-delà de parler de la vie politique, de la vie de leurs amis tous les deux,
Félix lui raconte ce qu'il fait, Eugénie raconte énormément finalement les notes des enfants, ce qui se passe. Il y a une vraie complicité entre les deux qui est assez remarquable et que la distance ne réfrène pas. Eugénie va le rejoindre assez vite, finalement, elle reste à peu près 9 mois avant de partir, elle quitte la maison d'Asnières en la fermant en pensant qu'elle pourrait bientôt y revenir avec Félix. Ça va pas tout à fait être la même façon, ça va se passer de cette façon-là. Et la guerre est déclarée. Bon, au moment de juin 40, c'est intéressant de voir la façon dont les mouvements militaires vont se faire. Il faut savoir que Héboué fait partie des rares à avoir entendu l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Et il est très ébranlé par ce discours de Gaulle en disant mais oui, effectivement, on ne va pas rendre les armes. Encore une fois, il a subi cette attaque raciste lorsqu'il a été nommé. Il est clairement influencé par le monde du Front populaire, donc il a cette fibre qui fait qu'il ne peut pas entendre ou être d'accord avec les théories, qu'elles soient fascistes italiennes ou nazies allemandes à ce moment-là. Et lui dit, il est hors de question qu'on s'arrête. Et là où ils vont prendre une décision qui est une décision absolument essentielle, c'est qu'ils vont prendre une décision familiale. Et encore une fois, Charles est certes venu avec Eugénie à rejoindre Félix, et il est à ce moment-là en Égypte, chez les sœurs, dans son lycée. En revanche, Eugénie est restée en France, en métropole, et les deux fils de Charles sont engagés, en l'occurrence, avec Sangor dans l'armée. Et Félix ne va pas tellement hésiter, ils vont même en parler avec Eugénie, et ils vont prendre la décision de se rallier au général de Gaulle. Alors après, il y a la question de l'armée, et là, il y a deux postures, quand même, globalement, qui vont se retrouver face à face. C'est une garde traditionnelle de militaires plus âgés, pour qui le maréchal Pétain est une référence et un poids historique, en disant si le maréchal a décidé on se range à son avis, c'est lui qui est le chef suprême. Et puis une jeune garde qui dit mais attendez, on n'a même pas tiré un seul coup de feu, on ne va pas rendre les armes comme ça. Et finalement, cette jeune garde va se rallier à Héboué, et très tôt, puisque dès le mois de juillet, Héboué va envoyer un mot à Londres à De Gaulle en lui disant je vous rejoins et nous sommes avec vous. L'engagement de Héboué, De Gaulle lui répond en disant je suis au courant de ce que vous faites, je vous remercie. Il y a quelques temps pour que ça devienne officiel, ça attendra le mois d'août. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'engagement de Héboué derrière De Gaulle est essentiel dans finalement la place que De Gaulle va avoir vis-à-vis des Anglais et après vis-à-vis des Américains. C'est-à-dire qu'on va passer de quelqu'un qui est un général rebelle un peu tout seul derrière son micro à la BBC, à quelqu'un qui tout d'un coup va se retrouver avec derrière lui un pays, des frontières, des populations, une armée, des richesses. Et ça change tout. Et c'est probablement ce qui fait cette proximité aussi dans les relations qui vont durer jusqu'en 1944, jusqu'à la disparition de Félix, dans les relations entre Félix et le général de Gaulle. Et il y a une vraie proximité, il y a une vraie chaleur. Les mots du général de Gaulle à la mort de Félix Héboué sont rares quand on lit les textes de Gaulle. Il y a une chaleur, il y a une profondeur, il y a une proximité qui est assez étonnante. Et donc, Félix, avec Eugénie, décide donc de rejoindre De Gaulle. Au même moment, le gouvernement de Vichy va les condamner à mort, tous les deux. Au même moment, Ginette va être exclue du collège de la Légion d'honneur. Et au même moment, ils vont perdre leur nationalité française et leurs biens seront confisqués. Quand ils reviendront, quand Eugénie et Ginette reviendront à Asnières après la guerre, la maison a été largement pillée. Et tout ce qu'ils avaient accumulé de souvenirs guyanais, africains, etc., aura largement été remplir d'autres lieux que ceux dans lesquels ils étaient installés jusqu'à présent. Toute cette période de la guerre est absolument passionnante dans l'engagement qu'ils ont. Et alors quand donc Félix annonce officiellement que le Tchad rejoint la France libre, les proches du régime de Pétain et les soutiens du régime de Vichy vont faire pression sur Héboué, entre autres en lui parlant de sa famille, et entre autres en lui disant que quand il fait ça, il met en danger sa famille et en menaçant directement des pires représailles sur ses enfants. Et Félix a une réponse qui est absolument sanglante, en disant mais comment pouvez-vous et osez-vous
vous qui vous prétendez être un gouvernement et une idéologie qui fait de la famille un axe et une force, osez vous en prendre à une famille pour essayer de contraindre quelqu'un. Ils vont s'engager très tôt, De Gaulle va être absolument emballé, plus que content de pouvoir compter sur le Tchad, et derrière va nommer Eboué comme gouverneur de l'Afrique équatoriale, et va l'envoyer à Brazzaville. Il en fera son 5e compagnon de l'ordre de la libération, ce qui n'est pas rien, et Félix, pendant toute cette période-là, va se donner corps et âme à la libération et au soutien des forces françaises libres. Il publie tous les ans, comme un rapport d'activité que font les entreprises aujourd'hui quand elles sont cotées, il publie tous les ans un document où il raconte tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met en place, que ce soit en termes d'économie, que ce soit en termes social, mais que ce soit aussi en termes de reconnaissance des populations locales. Il va faire en sorte qu'il puisse y avoir des premiers conseils municipaux dans lesquels les destinées des villages puissent être prises en compte directement par les populations africaines locales, etc. L'engagement de Félix est absolument total. Et l'engagement d'Eugénie à côté fait qu'elle est la première résistante d'outre-mer, puisque tout de suite elle va rejoindre ce que vous rappeliez, elle va tout de suite rejoindre la résistance, enfin les forces combattantes en Afrique, elle va devenir infirmière et elle va quotidiennement aller travailler, donc ça c'est Félix en grand uniforme, ça je vais vous expliquer après ce que c'est, mais on va la voir aller quotidiennement travailler. Voilà, elle est là, ça c'est Eugénie dans cette tenue d'infirmière, et elle va aller à l'hôpital, et elle va tanner toutes les semaines, tous les jours, Félix, pour avoir plus de médicaments, pour avoir plus de vivres, pour faire en sorte que la situation des blessés soit meilleure que ce qu'elle était jusqu'à présent. Dans le même temps, je ne sais pas si vous avez certainement en mémoire ces images où on voit le général de Gaulle et Madame de Gaulle photographiés par les Anglais pour que cette voix devienne une réalité, et donc on va un peu, entre guillemets, on prend un terme à la mode aujourd'hui, pipeliser les de Gaulle et aller faire une série de photos où on voit Monsieur et Madame de Gaulle ensemble, etc. La même chose va se passer avec les Eboué en Afrique, et on va avoir une série de photos qui vont être faites à ce moment-là pour montrer un couple normal, engagé dans la résistance, engagé dans la guerre, et ça donne ce genre de photos-là, où on voit donc Eugénie tranquillement en train de tricoter, donc ça continue dans ses carrières artistiques. Elle faisait aussi des tapis en laine épaisse, quand elle ne sculptait pas et qu'elle ne peignait pas, et Félix en train de tranquillement lire le journal, et le même reportage nous montre une Eugénie qui était pas très grande, comme vous pouvez le voir, à côté de sa voiture pour aller rejoindre l'hôpital. Il y a un texte d'Eugénie que je reproduis dans mon livre qui s'appelle « Le premier Noël de la France libre », qui est, quand on est normalement constitué, avec ne serait-ce qu'une once de tout petit peu de sensibilité, on ne peut pas ne pas être bouleversé par ce texte où elle raconte ce qu'a été le premier Noël à Brazzaville, où toute la ville s'est pavoisée, que les gens soient chrétiens, musulmans, agnostiques, etc. Tout le monde s'est retrouvé à la cathédrale de Brazzaville, et il y a un nom, et c'est ce qu'elle met à la fin, c'est que c'est probablement là qu'est né l'esprit de la France libre, en tout cas en Afrique. Et ça, cet esprit de la France libre, elle va être une de ces femmes qui veut l'entretenir, qui va entretenir pendant toute la période de la guerre, mais qu'elle va aussi entretenir dans ce qu'elle va faire, ce travail de mémoire après la disparition de Félix, mais aussi ce travail aux côtés du général de Gaulle au moment de la création du RPF, entre autres. Mais ils vont aussi organiser des fêtes. Et ils vont organiser parce que la vie sociale est ce qu'elle est. Et donc ça, il y avait à Londres, donc tout le monde, on connaît tous la BBC, on a un peu oublié que Eboué avait créé une radio qui était l'équivalent de la BBC, qui émettait pour toute la partie Afrique et qui allait même jusqu'à l'Indochine. Et il y avait un des opérateurs radio qui avait un talent de caricaturiste et qui montre ici Eugénie, pas sûr que ce soit son meilleur jour, en train de danser avec le représentant de l'ambassade des États-Unis à Brazzaville. Mais il y a aussi des caricatures de Ginette qui existent, faites par ce même monsieur. Donc ils vont créer, et Eugénie sera à la tête de ça, de créer cette ambiance, on appellerait ça un roman aujourd'hui, ou un récit national, mais en tout cas de recréer cette ambiance qui fait que les gens sont galvanisés à la fois par ce que dit De Gaulle, mais aussi par ce qu'ils vivent et ce qu'ils font quotidiennement en Afrique. Donc là, c'est la photo qu'on voyait tout à l'heure d'Eugénie en infirmière. De Gaulle vient très souvent, il y a une histoire moi, que j'aime beaucoup,
Eugénie est d'une spontanéité absolue. Quand elle écrit au général de Gaulle, quand vous regardez ses lettres, c'est mon petit général, cher général, ça manque un tout petit peu de préséance à peu près classique. Et un jour, de Gaulle vient chez les Hébreux à Brazzaville, il va passer quelque temps dans le jardin, il s'installe devant la fenêtre en train de bouquiner, et il entend tout d'un coup la fenêtre s'ouvrir de façon tonitruante et une voix hurler « Charlot, viens ici !» Donc il est quand même un peu interpellé, en disant quand même, en réalité, Eugénie a appelé son fils, mais il n'était pas non plus choqué que ça, parce que c'était Eugénie Eboué, et que Eugénie a passé sa vie. Elle a entre autres été quelques années plus tard, lorsque Charles, donc son fils, a été décoré de la Légion d'honneur, elle envoie une lettre qui est absolument savoureuse au général, en lui demandant de venir assister et remettre lui-même la décoration à Charles Eboué, et elle termine à la fin d'une sorte de gentillesse absolue, de dire peut-être que votre emploi du temps ne vous le permettra pas, mais à ce moment-là, nous serions ravis que Madame de Gaulle puisse venir. Il y a et c'est ça aussi qui rend Eugénie, je trouve, terriblement attachante, c'est qu'elle est naturelle, elle est spontanée, elle n'a pas de, il n'y a pas de calcul chez elle, à aucun moment. Ça, c'est peu de temps avant la conférence de Brazzaville, on était à quelques semaines de la conférence de Brazzaville. Ça a été un grand bonheur partagé pour Félix et pour Eugénie, ça a été de recevoir la fille de Savoyard Brazza, qui est venue à ce moment-là, qui a passé plusieurs jours avec eux, qui a envoyé un des plus beaux télégrammes à Eugénie après la disparition de Félix, et ça a été très important dans cette reconnaissance du travail qu'ils ont fait en Afrique, de se sentir quelque part les héritiers, ou en tout cas les prolongateurs du travail fait par Savoyard Brazza. Je passe un peu vite sur ces éléments-là, mais et donc on arrive à la conférence de Brazzaville en janvier-février 1944. Il faut se dire que Félix est quelqu'un qui est usé, physiquement usé. Il est atteint de surdité, les voyages qu'il a pu faire à droite à gauche l'ont épuisé. À l'époque, quand on était envoyé dans l'ancien empire colonial, ça faisait fonctionner Vichy tous les 6 mois, tous les 2 ans, on allait faire une cure de 6 mois pour se remettre d'aplomb. Des raisons évidentes, on ne pouvait plus aller à Vichy à ce moment-là. Mais surtout, c'est que c'est plus de 20 ans de carrière ultramarine pour Félix Eboué, l'ont physiquement épuisé. Et surtout, c'est que les 4 dernières années, il ne s'est vraiment pas ménagé et il s'est vraiment engagé quotidiennement pour apporter et faire un renouveau total de l'Afrique. Pour lui, la conférence de Brazzaville est essentielle parce qu'il veut faire passer un certain nombre de messages. Et De Gaulle est assez proche des messages qu'il veut faire passer, pour plein de raisons, et entre autres sur le fait qu'il est physiquement fatigué. Il sera assez déçu finalement du résultat de Brazzaville. Alors, certains voudraient faire dire qu'il voulait déjà employer le mot d'indépendance, etc. À aucun moment, ça ne fait pas partie du discours de Eboué, ça ne fait pas partie de ses sujets. En revanche, dans les sujets d'Eboué, clairement, il y a le fait qu'il le dit, il l'écrit, c'est que le code civil a été inventé par des Français, pour les Français, ça fonctionne très bien, mais qu'en revanche, ça ne peut pas fonctionner de la même façon quand on est en Afrique. Idem pour les tribunaux, idem pour les conseils municipaux, etc. Donc il dit, il faut qu'il y ait une collaboration, il faut qu'il y ait une évolution dans le mode de fonctionnement, ça c'est essentiel, et c'est en tout cas ce qu'il va essayer de faire passer dans le discours de Brazzaville. Et dans les décisions de Brazzaville. J'aime bien cette photo d'Eugénie qui se retourne très, très délicatement vers l'objectif du photographe. À la suite de la conférence de Brazzaville, donc Félix est véritablement exsangue, et Eugénie décide, elle impose le fait qu'il quitte Brazzaville. Et Félix a toujours rêvé d'aller voir les pyramides d'Égypte. Et donc il dit, je voulais bien me reposer, mais on part en Égypte. Et il pense partir en Égypte, faire un voyage uniquement d'agrément. L'arrivée de Eboué en Égypte est l'arrivée d'une rockstar. C'est-à-dire que partout, les gens veulent qu'il vienne faire une conférence, qu'il aille prendre la parole, qu'il aille raconter des choses, qu'il aille rencontrer les populations. Et il va faire une série de conférences, dont une conférence au lycée français. Il va attraper froid, tout bêtement, et il est dans un tel état que ce coup de froid lui sera fatal. Et en mai, il va... je reviendrai là-dessus. Et il meurt en mai, et on voit ça, c'est une des rares photos qu'on met de l'enterrement de Eboué dans la cathédrale du Caire, et il est enterré au Caire. Il faut relire. C'est passionnant de voir ce qui se passe dans l'ensemble de la France libre et dans l'ensemble du continent africain au moment de l'annonce de la mort de Eboué. C'est véritablement un déferlement d'hommages qui sont rendus à Félix.
et qui vont soutenir Eugénie parce qu'elle est vraiment, comme toute épouse ou tout mari, quand on se retrouve face à une telle situation, peut se retrouver, mais elle est brisée totalement et elle va recevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages qui vont du gouvernement américain en passant par le gouvernement anglais, en passant par la Cour de Belgique, en passant par l'ensemble des populations africaines, des chefs africains qu'ils ont pu croiser, en passant par les clubs sportifs. Alors, ce qu'on a vu avant rapidement, c'est le club de foot de la Martinique qui publie un texte qui sera dit juste avant le match qui suit la mort de Félix Éboué. Et De Gaulle lui envoie un texte qui est absolument bouleversant. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est probablement un des textes les plus personnels de De Gaulle, qui n'était pas du genre à s'épancher dans sa façon de demander, de rendre hommage à ce qu'a été Félix. Eugénie ne se laisse pas abattre, elle quitte le Caire en laissant Félix au cimetière du Caire, et elle revient d'abord effectivement à Alger, la libération de Paris, enfin le débarquement, la libération de Paris, et fin 44, ils sont à Asnières, où là elle découvre donc ce qui reste de sa maison, et elle va faire deux choses. La première, c'est qu'elle va se concentrer sur faire revenir ses enfants autour d'elle. Ça, pour elle, c'est essentiel de retrouver Ginette et Charles avec elle. Deuxième chose, De Gaulle va donner le droit de vote et donc de se présenter aux femmes. Et très vite, effectivement, les Guadeloupéens et la SFIO guadeloupéenne va lui demander de venir et elle va être élue dans un conseil municipal à Baméo où elle va avoir quasiment aucun rôle, mais c'est sa première incursion en politique. Et sa vraie incursion en politique, c'est lorsqu'elle est élue à l'Assemblée constituante sur une liste SFIO comme députée de la Guadeloupe. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience importante pour elle parce que tout d'un coup, elle sent qu'elle va pouvoir véritablement mettre en application ce qui a été à la fois le parcours politique, ou en tout cas social de Félix, mais qui est pour elle, en tout cas, une chose excessivement importante dans son mode de fonctionnement et dans ses croyances personnelles. La première chose qu'elle va faire, elle va effectivement participer à la panthéonisation de Schœlcher et de Éboué qui seront panthéonisés en même temps, et elle dira à ce moment-là pour la première fois que le jour où elle disparaîtra, elle aimera pouvoir rejoindre Félix, surtout que Schœlcher, lui, est enterré avec son père au moment où il est emmené au Panthéon. Mais je reviendrai sur la panthéonisation d'Eugénie. Elle participera à ça, elle participera aux lois et à la création des départements et à la reconnaissance des 4 départements que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Et surtout, son grand combat va être le combat sur l'égalité et sur l'accès à toutes les formes de culture. Alors, premier grand combat, c'est la mémoire. Donc, on a vu panthéonisation. Il n'y a pas une plaque, il n'y a pas une statue de Félix Éboué qui a été inaugurée en France, en Afrique, en Guyane, dans laquelle elle n'ait pas été partie prenante. La statue, par exemple, de Éboué sur la place des Palmistes à Cayenne, c'est elle qui un jour envoie une lettre à De Gaulle en disant en général, écoutez voilà, je pense qu'il faudrait mettre telle phrase qui est une citation de Malraux comme phrase sous la statue, et De Gaulle lui répond en disant c'est une très bonne idée, je demande à Malraux, et c'est effectivement cette phrase-là qui figure aujourd'hui sur le monument de la place des Palmistes. Donc ce travail de mémoire est très important dans la vie d'Eugénie, mais pas que. Encore une fois, et c'est probablement à cause de ce travail de mémoire que petit à petit elle s'est effacée et qu'on a oublié le rôle qu'elle a pu jouer dans cette France de l'après-guerre et dans cette France de reconnaissance des droits, à la fois des droits d'égalité des droits entre les femmes et les hommes, d'égalité des droits à destination des enfants et d'égalité des droits sur le traitement et l'accès à la culture et aux infrastructures sociales. Eugénie va être une femme très pipolisée, je prends ce très laid terme, c'est-à-dire qu'on va la voir dans plein de journaux à l'époque. Donc là, un très joli article qui s'appelle « Les femmes des îles ». Elle va être interviewée, on n'imagine pas à quel point elle a une place importante dans les médias
de cette période des années, fin des années 40, début des années 50, et son avis est important. Et ces propos qu'elle peut avoir à l'époque sont des propos qui sont très actuels. Quand elle dit, en parlant de la Guadeloupe, c'est quand même un peu dommage quand on voit toutes les richesses qu'on n'arrive pas à exploiter et qu'on n'arrive pas à aller suffisamment d'avoir d'infrastructures pour faire voyager les fruits, les légumes qui sont cultivés sur place. Quand elle dit qu'il y a un manque de soins, quand elle dit qu'il y a un manque d'écoles, etc., on pourrait écrire ces discours-là encore aujourd'hui en les faisant très peu changer. Là, elle assiste à l'élection de Miss Guadeloupe et l'AFP se déplace et le point d'orgue de sa pipolisation, c'est ça. C'est le mariage de Ginette. Et Ginette, elle va épouser à Asnières un monsieur qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, qui à l'époque n'est pas très connu, qui est un jeune député socialiste, et qui, le mariage va être une catastrophe. Ils auront 2 enfants, ça se finira très mal. Ça se finira très mal, là-dessus, c'est pas du ragot, c'est raconté et par Senghor et par les biographes de Senghor. Les relations étaient physiquement heurtées. Et quand Senghor a un jour battu un peu trop fort Ginette, elle est revenue chez sa mère et elle a divorcé très rapidement. Senghor n'aura pas un rôle, une posture très agréable et très glorieuse vis-à-vis de ses fils, puisqu'il ne s'en est pas occupé. Et il réussira à obtenir l'annulation de son mariage en cours de Rome, alors qu'il a eu 2 enfants quand même avec Ginette. Et ça a été très violent pour Ginette d'être totalement comme ça rayée par Senghor. En revanche, Senghor, ça lui a permis d'avoir le destin qu'il a eu, c'est pas ce que je veux dire, mais en revanche, ça a probablement accéléré sa visibilité, parce qu'à l'époque, épouser la fille de Eboué, c'était quelque chose d'important dans le paysage politique parisien de l'époque. Quand Eugénie se déplace, y compris aux États-Unis, elle fait la une des journaux. Et là, en l'occurrence, elle était allée à une conférence qui se passait dans les Caraïbes pour combattre l'hégémonie américaine sur ces territoires-là et pour imposer une vision française qui soit une vision différente. Elle est véritablement, avec Jane Vial qu'on voit là, une femme essentielle de ce début de 4e République. Et Eugénie va faire une erreur, à mon sens, qui est un excès de zèle ou de confiance, c'est que après avoir été, Eugénie arborait partout cette croix de Lorraine que vous voyez là sur cette photo, qui était une croix de Lorraine en or qui lui avait été offerte par le général de Gaulle, qui est actuellement en possession de sa belle-fille. Et Joséphine Baker avait la même. Donc elle se parlait de leur croix de Lorraine, mais Joséphine Baker, ayant les problèmes d'argent qu'on connaît, a été obligée, elle, de vendre la sienne. Et Eugénie dit, moi je l'ai gardée, moi la mienne. Et en tout cas, elle va faire une erreur politique qui est là. C'est qu'à un moment donné, elle va se dire, après avoir été sénatrice de Guadeloupe, les Guyanais vont lui dire, mais pourquoi est-ce que finalement vous ne venez pas vous présenter dans votre patrie, et vous venez pas en Guyane? Et donc elle va dire adieu à la Guadeloupe et décider de partir en Guyane à la conquête d'un siège de sénateur. Elle est 10 fois trop confiante sur le fait de s'appeler, que le fait de s'appeler Eboué sera suffisant pour être élue et pour être élue confortablement. Elle n'a pas d'étiquette politique, elle refuse d'avoir une étiquette politique, donc elle part comme candidate indépendante. Elle fait très peu campagne, elle ne fait pas très bien campagne et elle se fait battre. Mais elle a écrit, entre autres, à un de ses amis, « Je ne peux pas penser 30 secondes que le nom de Eboué puisse être rejeté par la population locale, ça serait faire que Félix se retourne dans sa tombe de façon absolument définitive et tourner le dos comme ça à ma petite patrie, c'est juste pas possible. » Mais encore une fois, excès de confiance, et c'est probablement sa seule erreur dans son parcours politique, et c'est ce qui va mettre fin à son engagement national, en tout cas en tant qu'élu, et elle en gardera une certaine rancœur, même si elle retournera en Guyane, entre autres pour l'inauguration de la statue de la place des Palmistes, mais elle gardera toujours une petite rancœur vis-à-vis de la Guyane. Et alors ce qui est très... Eugénie, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, c'est une femme des premières fois, elle signe toujours Eugénie Téléboué. Quand vous lisez les textes, on voyait tout à l'heure sur les partitions déchiffrées, Félix parle de Madame Eugénie Téléboué. Et alors là, elle rajoute tout, c'est-à-dire qu'elle est Madame Veuve Eugénie Félix et Beutel, mais ça ne suffira pas pour pouvoir être élue au poste de sénatrice. Ce que je disais, c'est une femme de combat, donc c'est pas grave. Il lui en faut plus pour se laisser abattre.
Bokanowski, qui à l'époque est maire d'Asnières, en tout cas veut devenir maire d'Asnières, veut avoir sur sa liste, qui a été lui-même résistant, veut avoir un certain nombre de gens. Juste avant de passer sur Asnières, elle va continuer à avoir ses engagements, qui sont des engagements sociaux importants. On la voit ici lors d'un déplacement à Brazzaville, avec entre autres le professeur Debré, pour une mission autour des hôpitaux, et elle fait un rapport qui est assez brillant sur là aussi l'importance des dispensaires, l'importance des hôpitaux à déployer un peu partout, et sur l'importance qui pour elle va toujours de pair entre les écoles et les structures sanitaires. Donc elle va être élue à Asnières, et son élection à Asnières, c'est probablement, quand elle est élue, elle prononce un discours dans la salle du conseil municipal sur la concorde, qui est à la fois une sorte de testament politique et en même temps un très beau message sur le fait de dire que on peut avoir des différences, on peut avoir des divergences, mais qu'il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est le bien commun. Et que ce bien commun, elle sait trop ce que c'est pour avoir vécu la débâcle de 1940 et le fait de rentrer dans la France libre, parce que la France libre, finalement, c'était ça, c'était défendre un intérêt commun, défendre un bien commun. Et ce discours qu'elle fait à la mairie d'Asnières est absolument passionnant et d'une profondeur qui est assez forte. Je vous parlais tout à l'heure de la lettre qu'elle avait envoyée au général de Gaulle pour la décoration de de Charles, pardon. Un des grands péchés mignons d'Eugénie Aidé, ce sont les décorations. C'est-à-dire qu'elle a passé sa vie à aller se faire remettre des décorations toutes les plus extraordinaires les unes que les autres. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Degrin qui a été le premier à écrire un livre sur Eugénie Aidé, qui met à la fin de son ouvrage toutes les décorations d'Eugénie, mais je crois qu'il en faut bien 2 pages ou 2 pages et demie. Par exemple, Charles, qui était pilote du TA, a eu le mérite aérien après sa mère, qui n'a jamais piloté aucun avion, mais elle voulait avoir ça en premier. Enfin, pas en premier, elle voulait l'avoir aussi. Donc elle a eu une course à la décoration, mais quand Charles reçoit sa Légion d'honneur, pour elle c'est un moment important, mais c'est pas le plus beau jour de sa vie. Il paraît que le plus beau jour de sa vie, c'est celui-là. C'est le jour où le général de Gaulle, encore une fois, la différence de taille, lui remet son cordon de la Légion d'honneur, et elle est avec sa petite fille, qu'on voit en blanc sur le côté. Non, pardon, c'est Ginette qui est en blanc sur le côté, mais sa petite fille participe à cette cérémonie. Et en rentrant dans le bureau, alors moi j'aime beaucoup parce qu'elle a les yeux fermés à la fois de bonheur, une forme de gourmandise de pouvoir avoir cette décoration remise par le général de Gaulle. Et elle dira à sa petite fille, profitez-en bien, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Et c'est aussi cette reconnaissance-là, au travers de la satisfaction d'avoir cette décoration, c'est aussi la satisfaction d'être reconnu par ce qu'était le général de Gaulle et ce que représente le général de Gaulle. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on lui posait la question, elle déclarait qu'elle était autant gaulliste que socialiste, et je pense qu'elle était bien incapable de choisir. Et elle dit d'ailleurs ce que moi j'ai voulu mettre en place en tant qu'élu, c'est ni plus ni moins que la politique du Conseil national de la résistance. Donc c'est pas une question de couleur politique, c'est une évolution de la société. Eugénie va tomber malade assez vite, et elle va d'abord se casser le col du fémur, et à l'issue de cette fracture, on va se rendre compte qu'elle a un cancer qui est très avancé. Et elle va avoir un cancer très douloureux de l'estomac, et elle va mourir assez vite, et ça c'est son enterrement à Saint-François-Xavier. Alors, petite anecdote au moment de l'enterrement d'Eugénie, c'est qu'elle demande à être enterrée aux Invalides, en disant, mais après tout, je suis la femme du gouverneur Eboué, je fais pas première résistante d'outre-mer, c'est ce qu'elle mettait aussi dans ses tracts au moment de son élection, donc je souhaiterais être enterrée aux Invalides. Et à l'époque, on se pose la question, et c'est presque fait, c'est qu'à l'époque, ne pouvaient bénéficier des enterrements aux Invalides que les militaires, et donc, je parle sous votre contrôle, mon colonel, et donc, elle n'a pas eu le droit, donc on l'a poussée un peu plus loin, et elle a eu droit à Saint-François-Xavier. Avant de mourir, elle exprime un vœu, qui est de pouvoir rejoindre Félix au Panthéon. Enfin, où qu'il soit, il aurait été au Caire, elle aurait voulu être enterrée au Caire, mais en tout cas, c'est de rejoindre son Lix, comme elle l'appelait. Et très vite, après sa mort, à l'époque, la panthéonisation se décide par les assemblées, et très vite, il y a une motion qui est préparée d'un projet de loi pour que Eugénie puisse rejoindre son Félix au Panthéon. Ça n'arrivera, à date, toujours pas. Et ça fait quelques années qu'on est un certain nombre à se dire, et si on faisait une panthéonisation amoureuse?
C'est-à-dire qu'en cette année, qui est l'année du 80e anniversaire de la mort de Félix Éboué, 80e anniversaire de la libération, du débarquement, année où on a fêté l'engagement des étrangers au sein de la résistance avec l'entrée au Panthéon de Manoukian et du groupe de l'Affiche Rouge, on pourrait, en tout cas on est un certain nombre à penser ça, aussi célébrer l'engagement des ultramarins, parce que derrière Éboué, c'est aussi les bataillons du Pacifique, c'est un certain nombre de gens qui sont venus de tas de territoires, qui étaient des territoires de l'Empire colonial également, et qui se sont engagés auprès de la France libre. Et derrière l'image de Eugénie et de Félix, c'est finalement aussi rendre hommage à toutes ces populations qui se sont engagées pour la France libre, et qui ne sont pas toujours, encore une fois, à la bonne place, en tout cas celle que moi je juge comme étant la bonne place dans les livres d'histoire. Pendant ces 15 jours que j'ai passés en Guyane et cette semaine au collège de Saint-Laurent-du-Maroni, enfin à des collèges de Saint-Laurent-du-Maroni, quand vous demandez aux jeunes qui est Eugénie Éboué, qui est le nom de leur collège, ils vous disent on ne sait pas, bon ça ok. Et quand on leur dit mais qui est Félix Éboué? Un aéroport, oui, c'est vrai, mais pas que. Et on voit bien, quand vous regardez les livres d'histoire aujourd'hui, que la place de Félix Éboué, c'est petit à petit eu tendance à s'effacer. Et derrière ça, celle d'Eugénie s'est totalement effacée. Alors moi, je suis assez convaincu que c'est un modèle terriblement moderne, Eugénie. Alors ça, c'est un portrait qui a été fait par quelqu'un qui devait être là ce soir, et puis qui a eu un empêchement de l'année, qui s'appelle C215, qui est un street artiste où on retrouve entre autres les œuvres autour du Panthéon, mais pas que, parce qu'il avait fait toute une série de portraits des compagnons de libération autour des Invalides. Donc il avait fait ça, qui était le portrait qu'on pouvait avoir d'Eugénie avant sa panthéonisation. Et donc ça, c'était un petit truc qu'on avait fait à ce moment-là pour rappeler qu'Eugénie aurait pu être au Panthéon. Encore une fois, Eugénie, c'est une femme moderne. Elle incarne des valeurs qui sont des valeurs intemporelles. C'est une femme de combat. C'est une femme qui est une femme de générosité. C'est-à-dire que, ok, elle aimait bien les décorations, mais c'est pas véritablement ce qui l'a non plus tout le temps animé dans tous ses fonctionnements. Et alors, à défaut que le président de la République ait annoncé lors de son voyage en Guyane, alors que les enfants du collège lui avaient fait transmettre une pétition pour que Eugénie puisse aller au Panthéon, à défaut de la faire rentrer au Panthéon, on a la chance d'avoir ce soir avec nous quelqu'un qui vient de réaliser un documentaire qui sera bientôt diffusé sur France 3, consacré à Eugénie Éboué, parce que je pense, et si les chaînes publiques s'intéressent à Eugénie Éboué, et si des jeunes réalisateurs comme Camille s'intéressent à Eugénie Éboué, ça prouve que c'est un personnage qui est un personnage important dans notre histoire. Voilà ce que je voulais vous raconter rapidement sur Eugénie. Elle a plein de facettes, elle a plein d'OS à ce mot portrait, et surtout, c'est quelqu'un qui est, moi je trouve, attachant et excessivement moderne et excessivement présente dans tout ce qu'elle a pu faire, même si on l'a oublié, on lui doit plein de choses qui fonctionnent encore aujourd'hui. Merci. Et si vous avez des questions, bien sûr. Qu'il avait contribué à faire accepter à Félix Éboué de devenir gouverneur du Tchad. Il paraît qu'il hésitait, c'était pas vraiment une promotion. De manière il disait mais c'est la clé de l'Afrique et on va bientôt être en guerre. Vous avez entièrement raison. Je n'ai pas du tout parlé de Monnerville là, mais la relation entre Monnerville et Éboué est très forte. Il faut savoir que c'est Monnerville qui organise l'évacuation des enfants d'Eugénie et de Charles de France pour les faire arriver à Brazzaville. Ils n'arriveront que fin 42. Et c'est toute cette filière guyanaise que maîtrise parfaitement Monnerville qui fera que les enfants pourront rejoindre leurs parents. Et le rôle de Monnerville dans toute la vie de Éboué est un rôle absolument central et essentiel, et ça faisait partie des gens qu'ils écoutaient beaucoup et qui a accompagné Eugénie bien après la disparition de Félix. Il y avait eu vraiment une fraternité guyanaise très importante entre eux deux, même s'ils n'étaient pas d'accord sur le général de Gaulle. Au début ça allait. Non. Monnerville a été déçu par le fait que précisément
Brazzaville n'a pas été impliqué. C'était une blague. Les colons ont toujours réussi à faire ça. Il y a eu, même entre Monnerville et Fulneuf, dès 1944, l'opposition était. Monnerville était plus à gauche que ceci. Absolument. Non, mais il y a une proximité très importante, effectivement, entre les Hébés et Monnerville, oui. Quand elle-même était élue, absolument. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. J'aurais aimé savoir, avoir des informations sur la famille, la fratrie, parce que vous avez parlé donc de ces deux enfants que Félix Eboué a ramenés en Guyane. Est-ce que c'est le fameux Charles dont vous parlez? Non, pardon. Et ensuite, donc, il y a Ginette. Donc, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur les enfants d'Eboué? Et ensuite, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé justement cette organisation par Monnerville pour que la famille puisse arriver à Brazzaville. Alors, pendant la guerre. La fratrie, donc Félix a deux enfants, donc qu'il a lors de ses séjours en Afrique, deux fils, donc qu'il avait de deux femmes différentes, qu'il fait venir en Guyane et élevé par sa grand-mère, et qui seront élevés par Eugénie parfaitement, même si au départ elle n'a pas une relation particulièrement proche avec eux. Au moment de la guerre, donc c'est eux qui feront le lien entre Senghor et Ginette, parce qu'ils sont ensemble engagés, ensemble faits prisonniers. Et à l'époque, la situation des soldats noirs au moment où ils sont prisonniers par les Allemands n'était pas véritablement une situation très, très enviable. La fratrie va un peu éclater, et moi très honnêtement, j'ai pas eu plus de détails que ça sur les fils en tant que tel. Alors je sais qu'il y a des descendants de Félix Eboué de ce côté-là, il y a un groupe entre guillemets qui revendique une descendance d'Eboué réelle, mais qui sont pas tellement proches. Moi je me suis beaucoup focalisé sur Eugénie, donc moins sur cette partie-là. Félix et Eugénie ont deux enfants, donc ils ont Ginette d'abord, ensuite Charles. Donc Ginette donc sera l'épouse de Senghor, avec qui donc elle aura deux fils, un qui disparaîtra violemment en tombant, se suicidant d'un immeuble du 5e étage, et le second qui était musicien, joueur de jazz, qui était toujours à la limite entre le SDF et le musicien, et qui aux dernières nouvelles serait décédé, mais qui avait rompu tous les liens avec sa famille. Ginette est morte assez tôt, donc elle s'était remariée, et son mari s'est lui-même remarié deux fois derrière, donc retrouver les traces a été un peu compliqué. Charles, de son côté, a été marié une première fois, avec qui il a eu, donc avec sa première épouse, il a eu une fille qui s'appelle Véronique, qui vit toujours, qui a dû être là ce soir, mais qui est très fatiguée, qui elle n'a pas eu d'enfant. Charles, lui, il a fait. Alors, pardon, je reviens sur Ginette. Donc après avoir divorcé de Senghor, elle va travailler à l'UNESCO, où elle fera un travail absolument remarquable, entre autres sur l'Afrique et sur les politiques éducatives et sociales en Afrique. Donc, un atavisme important, et œuvrera beaucoup à la mémoire de son père et de sa mère, et elle organisera beaucoup de conférences un peu partout à la mémoire des deux, et c'est probablement une des sources les plus fiables finalement sur Eugénie et sur la vie familiale, parce qu'elle a beaucoup écrit et beaucoup raconté ça, même si elle ne l'a jamais publié. Charles, donc lui, se marie à une fille, Véronique, et fait sa carrière donc comme pilote, d'abord comme pilote pendant la guerre d'Indochine dans l'aviation civile. Il participera à énormément de largages, parce qu'on utilisait l'aviation civile aussi pour aller ravitailler, que ce soit dans la poche de Dien Phu et autres, et il aura une action véritablement très importante à ce moment-là. Il va rejoindre la TAI, qui deviendra ensuite UTA, et il a fini sa carrière, il était chef de poste de la liaison entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert qu'enfant, j'ai donc voyagé, piloté par Charles Eboué, sans savoir qui était Charles Eboué, quand j'allais en Calédonie. Il a divorcé,
Et il s'est remarié avec une femme qui s'appelle Marie-Françoise, qui vit toujours, qui n'a pas eu d'enfant, et qui a été et est toujours finalement la gardienne de la mémoire à la fois de Charles, qui a eu 100 ans cette année, et de Ginette, d'Eugénie, parce que c'est elle qui a gardé beaucoup de choses. Voilà. Et alors la façon dont ils sont partis, donc ils reviennent à Paris. Alors Ginette a un caractère fort. Hein. Au moment où il y a eu le port de l'étoile jaune a été rendu obligatoire pour les Juifs, elle a décidé de l'arborer. Et puis donc Manorville, mandaté par les Boués, a organisé toute une filière d'évacuation, d'abord pour rejoindre la zone libre, ensuite ils sont arrivés en Espagne, et si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez, ils sont allés ensuite au Portugal et ils ont embarqué par bateau pour rejoindre Brazzaville. Ce qui fait que ça a été assez long, ils sont arrivés fin 42 simplement, ils ont retrouvé leurs parents fin 42. Et là, donc Charles lui qui était donc au Caire, va s'engager donc dans la Royal Air Force, et Ginette va elle s'engager aux côtés de sa mère comme infirmière et fera toute la guerre avec sa mère. Et pour le coup, quand ils partent en Égypte après la conférence de Brazzaville, juste avant la mort de Félix, ils partent tous les trois, donc Ginette, Eugénie et Félix. Et Ginette, contrairement à Charles, sera aux côtés de son père au moment où il disparaît. Mais l'échec de Ginette, il a connu la même chose. Là-dessus, les élections législatives, alors qu'il a été à distance, il fallait qu'il n'était pas présent assez souvent. Il a été rattrapé parce qu'on avait créé une république et il y avait un. Et sa signature pour dire qu'il était communiste. Donc il a été. Il est mort de travail, mais il l'a remplacé. Troisième personnage de l'État. Il allait s'apprêter à le battre. Du vote. À cause de ça. Eugénie, je pense que quand elle est battue en Guyane, il y a à la fois un phénomène local qui fait que ça bloque son élection, et parce qu'il y a des gens qui sont élus et qui n'ont pas du tout envie de laisser une place à Eugénie à ce moment-là. Et il y a le fait, alors je ne sais pas ce qu'avait fait Manorville, mais il y a le fait que Eugénie ne fait pas campagne. C'est-à-dire qu'elle part du principe que son nom seul suffit, ce qui pour moi est une erreur là-dessus d'appréciation de sa part. C'est-à-dire que certes le nom d'Éboué est important, et Papa Éboué, de toute façon il y a un texte qui est absolument délicieux, qui est publié au moment où il quitte la Guadeloupe, qui est composé par un groupe local, où on dit merci, bonjour monsieur le gouverneur, bonjour madame la gouvernante. Ça, je pense que ça la faisait moyennement rire parce qu'elle ne se voyait pas du tout, à juste titre, comme étant la gouvernante. Mais en tout cas, il y a de la part d'Eugénie une vraie erreur d'appréciation de la situation. C'est-à-dire que, oui, on va lui reprocher de ne pas être assez présente. On lui reproche en lui disant, c'est parce que vous avez été sénatrice en Guadeloupe que vous pouvez l'être en Guyane, c'est pas les mêmes territoires, etc. Mais c'est surtout le fait qu'elle écrit à 3-4 personnes qui font partie de son réseau sur place en leur disant je vais me présenter. Ils se mettent d'accord sur le fait qu'elle peut y aller. Elle refuse d'avoir une étiquette politique parce qu'elle ne veut pas avoir à choisir tellement. Et elle pense que ça va suffire. Et ben non, ça ne suffit pas. En plus, c'est des grands électeurs, donc c'est un peu particulier. Certainement. Ah ben allez-y, allez-y.
Tant qu'on ne me met pas à la porte, je réponds. Quand vous avez parlé du mariage de Ginette avec Léopold Sédar Senghor, vous avez dit qu'en fait, il la battait, quoi. Ouais. C'est pour ça que ce mariage était Absolument. un total désastre. C'était un homme violent. Je ne sais pas s'il était violent. En tout cas, la relation, alors, je ne sais pas comment était Ginette au quotidien, mais il n'y a rien qui justifie le fait de mettre des tartes à son épouse. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait, c'est comme ça que c'est raconté, y compris, je vous dis, par Senghor, donc c'est pas... mais c'est pas... De toute façon, ce mariage était mal parti, puisque Eugénie n'avait aucune passion pour Senghor. Elle trouve le jugé arriviste, sans grand intérêt, et était certes du descendant d'esclaves, mais était guyanais, et il était africain. Et mine de rien, dans les propos d'Eugénie, cette notion du fait qu'il soit africain, elle aurait préféré probablement, en tout cas c'est ce que dira beaucoup Senghor, elle aurait préféré qu'elle épouse plutôt un guyanais ou un martiniquais ou un guadeloupéen. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Eugénie ne l'a pas accueilli à bras ouverts. Mais bon, voilà, ça peut arriver. Ça a duré suffisamment longtemps pour qu'ils aient 2 enfants, mais ça n'a pas été un mariage heureux du tout. Mais clairement, et quand vous lisez les biographies de Senghor, ça lui a... ça a été une forme de marche au pied, en tout cas pour lui, d'avoir une visibilité. Encore une fois, il y a, si vous tapez sur Google, vous tapez mariage Ginette Eboué, vous verrez les actualités des noms de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement, quasiment la totalité du gouvernement est présent. La femme du président du Conseil est là. C'est un mariage important qui réunit le monde politique de l'époque dans cette bonne ville d'Anières, donc à la mairie d'abord et ensuite à l'église. Donc c'est assez drôle de se dire ça parce que, encore une fois, ça fait partie de ces interrogations que j'ai eues quand je me suis intéressé à la personnalité d'Eugénie Eboué. C'est comment quelqu'un qui à un moment donné est aussi visible, aussi présent dans les médias, dans les différentes prises de parole pouvant exister à l'époque, comment cette personne-là peut du jour au lendemain quasiment disparaître de nos radars et être totalement oubliée. Voilà, elle meurt en 72, donc c'était certes pas hier, c'est pas si vieux que ça, et en 50 ans, elle a totalement disparu des radars. Et alors, qu'est-ce qu'on sait de sa carrière politique? Parce qu'elle a donc été députée de la Guadeloupe et sénatrice ensuite. Donc, pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle a fait 2 mandatures, une mandature à chaque fois. On lui doit les lois sur la départementalisation, on lui doit l'arrivée de la sécurité sociale entre autres dans les territoires. Ce qu'elle dit, c'est que pour elle, c'est très important. À partir du moment où il y a une départementalisation qui est décidée, il faut que les mêmes droits et les mêmes devoirs, entre guillemets, soient accordés à l'ensemble des départements et qu'un département comme la Guyane ou la Guadeloupe soit traité comme le département du Lot, de la Corrèze ou de la Corse. Donc ça, elle va participer à ça. Son grand fait d'armes, principalement quand elle est au Sénat, rappelez monsieur tout à l'heure, c'est le texte qu'elle fait voter sur l'égalité de traitement des enfants, puisqu'il y avait une différence de traitement entre les enfants nés de couples mixtes et de couples 100% blancs pour caricaturer, et il y avait un problème de recherche de paternité. Et donc, il y avait des enfants qui se retrouvaient finalement élevés seuls par leur mère, où les pères étaient repartis dans l'Hexagone et ils n'assumaient absolument pas leur rôle de père, il n'y avait pas de possibilité de faire de recherche ou autre. Et donc elle va, entre autres, faire voter cette loi qui a été longue à faire voter sur cette égalité de traitement en disant mais il n'y a pas de raison que ces enfants ne soient pas conçus, n'aient pas le même type de traitement et le même type d'égalité, tout simplement, que n'importe quel autre enfant. Donc ça a été un de ces grands combats qui a été long à mettre en place. Ensuite, elle a voté un grand sujet qui était un grand sujet judiciaire parce qu'il y avait un déficit de tribunaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cour d'appel, par exemple, facilement accessible. Et c'est quand dans son programme guyanais, elle voulait qu'il y ait une cour d'appel qui soit installée en Guyane pour éviter qu'on soit dépendant de la cour d'appel qui devait être en Guadeloupe à l'époque, simplement, mais qui du coup ralentissait le cours de la justice. C'est toujours dans cette logique, les actions qu'elle mène sont principalement des actions qui sont tournées autour de l'égalité sociale. Mais dans l'égalité sociale, c'est pas le terme qu'on emploie, c'est pas l'acceptation qu'on en donne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous ne verrez, vous ne lirez jamais dans un texte d'Eugénie une espèce de posture vindicative. Elle n'aurait jamais pu avoir une couleur politique d'un parti extrême quel qu'il soit.
Ça reste quelqu'un qui est convaincu que par le dialogue, par l'explication, par le partage de culture, par le partage d'intérêts, on peut faire progresser les choses. Et autre action, alors ça c'est des actions qui sont plus locales, mais quand elle sera élue à Asnières, je disais tout à l'heure, on lui doit, la ville d'Asnières lui doit sa piscine, son CCAS, donc la mise en place d'une politique pour les familles, l'accès à l'ensemble l'accès aux actions, tout ce qui est bien culturel, etc., bibliothèque ou autre, ça fait partie des choses qui pour elle sont essentielles. L'éducation est la base de tout. Dans la tête et dans les propos d'Eugénie, elle dit un jour il faudra qu'au frontispice de nos bâtiments soit écrit « Culture, libre accès, servez-vous ». Ça, c'est un des grands discours d'Eugénie, et c'est ça dans sa tête, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir facilement avoir accès à une bibliothèque, on doit avoir facilement accès à l'éducation, parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on est capable d'avoir son libre arbitre, on est capable de décider, on est capable de savoir et de partager ce savoir-là. Y a-t-il d'autres questions? Je vais donc, au nom de notre académie, vous remercier très chaleureusement pour cet exposé passionnant qui confirme l'intérêt que nous aurions à retenir votre livre pour nos prix. Évidemment, le prix ne vous est pas encore attribué, mais vous nous avez donné quand même quelques arguments pour aller dans le bon sens. Merci. Et en tout cas, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je reconnais l'intérêt de ce livre pour nous, notre académie. Et bien sûr, je lui souhaite un grand succès éditorial. Merci encore. Merci voilà. À vous. Merci beaucoup. Vous êtes toujours le bienvenu dans notre maison. Merci infiniment.